on peut juger aussi depuis 7 siècles. On a l'Afrique noire, l'Afrique et l'Occident sont couplés depuis au moins 8 siècles d'existence. Bon, faisons le bilan de ça. Le bilan de ça n'est que la traite négrière, la colonisation, l'apartheid, la division de l'Afrique à Berlin selon les intérêts exclusivement occidentaux. Bon, maintenant, vous parlez de l'immigration choisie, hein, on vous parle de co-développement, mais enfin, regardez. Pour vous, justement, lorsque on vous parle de co-développement, qu'est-ce que vous dites? Mais c'est un mot qui ne même, c'est ridicule, c'est cynique. Vous dites que c'est un mot qu'il ne faut même pas prononcer. Mais c'est cynique. Vous êtes développé, bon, moi je suis sous-développé. Entre le sous-développement et le développement, il y a le co-développement. Ça doit se développer ensemble. Mais vous ne voyez pas que c'est cynique. Entre le néant du développement, les pays les plus endettés, les pays les plus pauvres de la planète et les plus industrialisés, quelle est cette équation que vous appelez co-développement? Sinon, c'est du cynisme politique. Il y a que c'est des mots. On crée des concepts pour embrouiller, alors que normalement, parce que ça c'est la cruauté, la férocité, comme dit Taubira, c'est la férocité blanche. On ne devrait pas créer ces termes-là reflètent un racisme profond, atavique de l'Occident. On ne devrait pas faire ça. Vous êtes les pays très endettés, très pauvres, très misérables, avec un demi-dollar par jour, hein, ou par mois. Et moi qui suis quand même à l'aise, je suis développé, j'ai des écoles, des universités, j'essaie de résoudre mes problèmes, mon PNB est bien, j'ai de l'argent et je vous propose le co-développement. Mais ça n'a aucun sens, même économiquement parlant. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi certaines élites africaines certaines élites africaines l'acceptent Mais c'est le manque de critique. On accepte parce qu'il y a un déficit de critique théorique. C'est critique, mais les Chinois ne peuvent pas accepter ça. Ils ont un seuil critique qui fait qu'on ne peut pas accepter. Même quand je dirais à l'Europe... Quand vous parlez de seuil critique... Mais il faut quand même savoir évaluer. Oui. Quand je dis à l'Europe, faisons le taux de développement ou le partenaire, ils rigolent parce qu'ils ont un seuil critique. L'Afrique n'a pas encore atteint un seuil intellectuel critique pour dire que à partir de cet œil, on décolle intellectuellement parlant. Mais on connaît, on a des diplômes, on enseigne, on a des connaissances, on a des thèses, etc. Mais vous voyez bien que ça, c'est des technicités, c'est des techniques, c'est de la profession. Mais la créativité intellectuelle, la théorisation, inventer ses propres théorèmes, ses propres paradigmes, sa propre compréhension, comme vous dites, sa propre vision du monde. Mais on n'a pas encore ça. Ça, il faut un seuil critique. Et quelles sont nos théories? Quand je vous propose, par exemple, l'immigration, qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a rien. Je vous propose l'immigration choisie, qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a rien. Je vous propose le co-développement, qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a rien. Je vous propose le dialogue nord-sud, et qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a rien. Je vous appelle maintenant le tiers-monde. Qu'est-ce que vous proposez? Tout le monde dit qu'ils sont tiers-monde. C'est ça, le manque de seuil critique, intellectuellement parlant. Alors vous parlez du co-développement. Quand, par exemple, bon, ça c'est avec la France qui a mis en place cette politique. Quand on voit les Chinois aujourd'hui qui envahissent l'Afrique, quel jugement vous avez? Quel regard vous avez sur eux? Mais c'est question. Et qu'est-ce qu'ils apportent de plus? C'est question de paradigme. Oui. Les Européens défendent leurs intérêts collectivement. Pour eux, c'est que je viens, je t'exploite, j'ai tout, rien pour toi. Voici le paradigme en résumé. Les Chinois défendent leurs intérêts, ce n'est pas des bons dieux, ce n'est pas des anges. Ils défendent leurs intérêts. Je viens en Afrique, j'ai besoin du pétrole, j'ai besoin de matières premières, je prends, mais je voudrais aussi que tu gagnes. Gagnant-gagnant. Je tire avantage, tu tires avantage réciproquement. Les paradigmes ne sont pas les mêmes. Mais le comble, c'est que l'Afrique, que ce soit avec l'Europe, ne propose aucun paradigme qui lui soit propre. Que ce soit avec la Chine, ne propose aucun paradigme qui lui soit propre. Voilà pourquoi, il y a quand même besoin maintenant de proposer un paradigme africain. C'est ça qu'on appelle Oui, mais j'allais presque vous dire qu'il est temps de le faire, ça. Mais oui, c'est que les chefs d'État, pour la première fois, eux qui sont si allergiques au problème de l'unité africaine, de la solidarité africaine, et qui sont même contre les intérêts africains, c'est la première fois quand même qu'ils osent discourir
politiquement, je ne dis pas intellectuellement, mais discours politiquement sur l'État fédéral continental, l'unité africaine, la solidarité africaine. C'est la première fois qu'on tient ce discours, mais ce discours n'est pas en l'air. Il est dans un contexte de géopolitique et de géostratégie mondiale qu'il fait que ce discours devient presque impérieux en Afrique. Alors, on peut bien le faire, on peut mal le faire, mais il s'impose. D'accord, parce que se pose la question, surtout aujourd'hui, du personnel politique qui va mettre en application cette affaire. Est-ce que c'est avec le personnel politique actuel? Mais il faut les idées. Il y a deux choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Européens qui étaient leaders à l'époque, ils ont proposé en 1945-49 l'idée européenne, l'idée européenne qui existe depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, et même avant, l'idée européenne. Bon, ils n'ont pas beaucoup fait, ils étaient 6 seulement. Ils ont fait le charbon, l'acier, la défense, puis circuler en Europe, des choses, et puis les droits, etc. Bon, mais aujourd'hui, en l'an 2007, ils sont 27. Et ils veulent même avoir un traité, une constitution, ils veulent une monnaie commune, un espace diplomatique commun, enfin disons d'espace, on peut circuler avec le Schengen, etc. Mais vous voyez bien que de 49 à 1900, il y a un progrès fantastique. Mais c'est les générations en génération. Aujourd'hui, la génération politique aujourd'hui, si elle est incompétente, si elle ne comprend pas, puisqu'on vit dans le ils sont nés et grandis et ont philosophé le micronationalisme. Mais il ne faut pas tant leur demander. Quelqu'un qui a dirigé pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, c'est peut-être là le mal. Le micronationalisme, c'est déjà pas mal qu'il sache qu'il y a l'existence d'une idée, du panafricanisme. Mais la génération qui viendra, parce que on meurt, les États restent, les peuples restent. Et ceux qui viendront après, ils pourront encore avancer. Mais autrefois, il n'y avait pas ce discours, il y avait simplement le discours nationalistique. Et aujourd'hui, ceux qui ont vécu ce discours, moi je ne les blâme pas, on est dans ce discours du parti unique, on a grandi dans ce discours, dans l'État-nation, le micronationalisme, bon, on a vécu dedans, bon, etc. Mais maintenant il y a la culture de Kwame Nkrumah, la culture de Cheikh Anta Diop, la culture de Marcus Garvey, de Dubois, de Toussaint Louverture, de tous ces Firmin en ténor Firmin, de cette culture maintenant devient maintenant assimilable aux Africains eux-mêmes. Mais les générations qui viendront, si la pédagogie continue ainsi, ils auront grandi dans d'autres paradigmes panafricains, dans d'autres visions, dans d'autres connaissances. Et le monde faisant pression autour de l'Afrique, toujours pauvre, mais les Africains se rendront compte que leur salut ne viendra jamais, au grand jamais, de la Chine, de l'Europe, de la Banque mondiale, du FMI. Jamais, au grand jamais. Leur salut viendra d'eux-mêmes. Et comme tout le monde, le salut de l'Europe ne vient pas de la Chine ou des Africains, il vient des Européens, et ils bâtissent leur stratégie pour exploiter cruellement l'Afrique, pour pratiquer le racisme, pour croire que c'est eux la seule communauté internationale. Mais la communauté internationale, c'est pas 3 ou 4 pays. Alors, mais c'est l'Europe qui crée ça pour ses intérêts. La Chine fait la même chose, l'Inde fait la même chose. Les Africains ne le comprennent pas encore. Chacun voit midi à sa Oui, les Africains ne le comprennent pas encore parce qu'on leur a donné de faux ensembles. Comme le Commonwealth, c'est un ensemble qui n'a pas d'avenir politique pour nous. La même chose, la France-Afrique ou l'Afrique-France, comme on voudra, ça n'a aucun avenir, ni pour la France, ni pour l'Afrique noire, francophone. Il n'y a aucun avenir. Donc on reste, mais on peut garder l'amitié. Oui. On peut garder l'amitié sans les faux ensembles. Donc on reste sur un modèle à construire, on est bien d'accord. Oui, on peut construire. Pourquoi voulez-vous qu'on construise les rapports d'amitié entre la France et l'Afrique francophone, ou l'Afrique noire d'ailleurs? Comment voulez-vous qu'on construise ces rapports avec des strates psychologiques du passé? On peut bâtir de nouveaux paradigmes, de nouvelles réflexions pour garder l'amitié. Je ne suis pas contre l'amitié franco-africaine, c'est pas là. Mais des ensembles comme francophonie, France-Afrique, ça n'a aucun avenir. Ça n'a aucun avenir. Hein? Et quand vous dites que ça n'a aucun avenir, vous dites aussi que peut-être que ça n'a pas de sens. Mais oui, mais pourquoi la francophonie ne développe que à la Sorbonne, on enseigne la littérature française. C'est-à-dire la littérature française, celle de Gide,
celle de Marcel Proust, etc. Et à côté, on enseigne les littératures francophones, qui ne sont pas des littératures françaises, nationales françaises, qui ne sont que des littératures, disons, exotiques. Mais comme nous, pas francophones, c'est le créole, tous ces Français de l'Afrique, le petit nègre, ça c'est de l'exotisme. Et la Sorbonne ne tolère pas ça. Donc il y a un programme de littérature africaine, de littérature, disons, française, pure et dure. C'est là qu'on enseigne les Voltaire et les Balzac et tous les Stendhal, etc. Et le Georges Sand, ça c'est la vraie littérature française. On enseigne, il y a des chaires, mais à côté, on tolère les littératures francophones, c'est-à-dire un peu le Canada et surtout l'Afrique noire, qui ne font pas partie réellement des littératures. Regardez les dictionnaires.